Monsieur Kone Yacouba, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Ma toute première question, j'aimerais savoir comment se porte l'entrepreneuriat jeune en Côte d'Ivoire. D'accord, je dirais que ça se passe très bien parce qu'aujourd'hui, on voit globalement les efforts du gouvernement pour faire la promotion de l'entrepreneuriat. Je pense même que ça fait partie cette année du programme même du gouvernement. Donc, globalement, on va dire que les jeunes arrivent quand même à avoir un canal assez aisé pour s'exprimer progressivement sur le champ de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Le regard est positif. Justement, positif. D'accord. Vous êtes venu de loin à voir votre parcours. Par où ça a commencé exactement? Déjà, il faut dire qu'on a commencé comme tout le monde, comme tout étudiant, à chercher d'abord un stage. Donc, on est parti de GT-Bank et progressivement, on s'est agriffé à d'autres entreprises. Et ce qui nous a permis d'avoir plus ou moins l'expérience, surtout dans l'organisation d'une entreprise, jusqu'à ce qu'on soit là aujourd'hui à entreprendre nous-mêmes ou à lancer notre propre projet. Comment ce spécialiste de communication s'est retrouvé dans le transport? Oui, effectivement, je pense que la question est belle, mais en plus, on est ici dans l'entrepreneuriat. Et je pense que l'entrepreneur, c'est celui qui a la capacité à détecter un besoin dans un secteur d'activité bien donné et de voir comment répondre à ces besoins. Donc, peu importe votre étude ou ce que vous avez appris, c'est un apport supplémentaire dans le secteur que vous allez essayer de développer. Donc, aujourd'hui, la communication a été pour moi un facteur clé surtout dans le positionnement de mon entreprise aujourd'hui en termes de communication et en termes de notoriété, en termes d'image. Donc, la communication a vraiment joué un grand rôle. Donc, je veux dire, ma vocation de communicateur a eu un impact positif dans ma nouvelle fonction d'entrepreneur aujourd'hui. Voilà. Ben, tout n'est pas que de succès. Il y a un début où parfois on a vu d'abandonner. L'échec, c'était quoi et c'était pourquoi? Déjà, il faut dire que l'échec, c'est vraiment, pour certains, c'est un moyen de se décourager, de se dire, bon, je préfère rester là à faire ce que je faisais. Et pour d'autres personnes, c'est vraiment le moment de reprendre à zéro et de se dire qu'il ne faut pas échouer. Donc, il est arrivé un moment où j'ai entrepris globalement dans le secteur agricole avec l'ANACAD et tout. Et j'étais en partenariat avec un Vietnamien et on a perdu 2 conteneurs. Ça a été une grosse perte et il faut dire que c'est beaucoup d'argent qui sont partis. Et c'est aussi beaucoup d'opportunités par la même occasion. Mais après ça, j'ai essayé avec Abico. Abico, c'est l'entreprise que j'ai créée, je pense, en 2017 pour essayer de répondre à un marché de commercialisation de riz local et de riz importé également, qui n'a pas vraiment eu du succès parce que après les partenariats qu'on a essayé de nouer n'ont pas fait bon train. Donc finalement, on s'est retrouvé avec des dépenses sur lesquelles on n'a pas eu de retour également. Mais après, je dirais que ces échecs-là ont été plus pour moi un moyen de renforcer, je veux dire, mon mental. Voilà, un moyen de renforcer mon mental et de me dire qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours essayer. Comment vous avez vécu le moment? C'est vrai que quand on tombe tout de suite, c'est pas le lendemain qu'on se relève en entrepreneuriat. Il y a vraiment le moment de digérer, de rechercher encore les fonds, de faire le bilan, de comprendre quels ont été les échecs et puis de revoir tout ça. Donc, ça a été vraiment difficile parce que après, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu sacrifies tout le reste. C'est-à-dire que si tu as un boulot, tu sacrifies. Et si tu as des loisirs, tu les sacrifies, tu sacrifies tout et tu décides de te concentrer uniquement sur un projet. Donc, un projet, c'est aussi un rêve. Donc, pour quelqu'un qui a tout de suite les moyens à disposition, on s'est dit tout de suite, si ça ne va pas, on va reprendre. Mais pour quelqu'un qui se bat pour avoir des moyens pour démarrer une activité, quand on perd tout, c'est vraiment un coup dur. Donc, on passe à Pour vous, c'était quoi? C'était de se battre pour avoir ces moyens-là? Ou bien il y avait déjà les moyens? Non, pour moi, il n'y avait pas les moyens. Pas du tout. Il fallait réussir réellement à trouver les moyens ou encore à les compenser d'une manière avec peut-être des relations, avec des contacts ou encore avec des méthodes. Comme on est communicateur, essayer de positionner un produit sur le marché avec les méthodes qui vont avec ou les moyens, je dis les plus minimums, les plus minimes, dirais-je, pour pouvoir se positionner. Donc, ça n'a pas été du tout facile. Et quand on a une première opportunité où on a quelqu'un qui décide de collaborer avec nous et que ça ne marche pas, après, d'un côté, on a la personne qui est déçue, qui ne rit pas tout de suite, et puis d'un autre côté, on a une opportunité qu'on perd et il faut reprendre tout à zéro. Donc, c'est comme ça qu'on a vécu la chose. Mais après, moi,
généralement, je vois plus les choses en termes d'opportunités que de menaces. Voilà, donc après, quand je fais un premier projet que ça échoue, je fais un second que ça échoue, je vois aussi l'aspect financier où on a perdu beaucoup d'argent, mais je vois La perte plus... était énorme? Ouais, énorme quand même. Énorme quand même. Mais après, je pense que financièrement, si on veut se lier à ça, on va jamais rien faire en fait. Donc, je suis plutôt parti sur un aspect du genre, je me suis donné un défi et je n'ai pas réussi à relever ce défi. Donc, c'est plus ce défi-là qui m'impacte par rapport à ce qu'on a perdu réellement. Donc, il faut réellement se dire qu'on a perdu, mais cette perte-là ne doit pas rester comme ça. Il faut vraiment relever le défi, voilà. Dans le business, le capital humain aussi compte beaucoup. Est-ce que vous avez gardé cette image positive aux yeux de vos partenaires, peut-être ceux qui vous accompagnaient au début, ne vous ont pas lâché? Comment ça s'est passé? Réellement, je dirais que de mon côté, j'ai plutôt réussi à toujours fidéliser les relations que j'ai eues. Parce que je me suis juré de rester honnête et crédible et aussi concret dans ma manière de faire du business. Donc, ce qui fait que tout de suite, quand je commence une collaboration avec quelqu'un, la personne voit tout de suite ma manière de fonctionner. Et ça a été un avantage pour moi. C'est ce qui a fait que, même après les échecs, j'ai toujours réussi à garder cette relation-là qui m'a permis également, avec les mêmes personnes, de pouvoir me repositionner sur d'autres projets. Parce que réellement, il y a le facteur financier aujourd'hui qui est un facteur clé dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que tout le monde se dit il faut qu'on sorte de l'argent, il faut qu'on utilise de l'argent, il faut qu'on rentabilise de l'argent. Mais derrière, il y a aussi la relation que vous allez concevoir avec vos partenaires, il y a la volonté qu'il y a derrière. Il faut qu'on sente que vous avez perdu, mais vous avez perdu en vous battant. Donc, il y a aussi ce côté-là qui a fait que j'ai réussi à conserver mes meilleures relations. Et au-delà, autour de moi, je fais l'effort de m'entourer de personnes qui ont la même vision que moi. Donc après, je ne vais pas tout de suite promouvoir le côté financier. Moi, je pense que si quelqu'un doit travailler avec moi, il faut que la personne se sente libre de s'exprimer. Il faut qu'il sente que ses idées ont de l'impact et surtout que ses idées sont considérées dans la mise en place du projet qu'on a ou bien qu'on déploie. On va dire que vous jouez le rôle d'un vrai manager. Ouais, un vrai manager, les autres le diront peut-être, mais je pense que même le vigile de votre entreprise peut vous faire une remarque qui peut vous permettre de prendre une grande décision. Donc voilà comment... Et vous êtes très attentif. Justement. Et je pense qu'un manager, il doit développer plus l'écoute et parler moins. Parce qu'après, quand on écoute, c'est vrai que tout de suite, on n'accepte pas, mais après, forcément, ça a son impact. Votre force, c'est l'écoute. Je dirais. D'accord. Comment avez-vous trouvé le chemin qui vous a conduit à ce succès, si on peut dire comme ça aujourd'hui? Pour revenir, je dirais l'entourage, parce que réellement, on démarre avec très peu de fonds. Mais après, si on a des personnes autour de nous qui sont engagées à se battre pour la cause, et tout de suite, on va aller plus vite. Donc, autour de moi, d'abord, quand j'ai démarré le projet, j'ai coopté mes amis que je trouvais intelligents et fiables pour piloter le projet. Et déjà, j'avais plus d'expérience que eux. Donc, la première chose que j'ai fait, c'était pas d'aller chercher quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience, mais de chercher quelqu'un qui avait vraiment la volonté de faire quelque chose. Donc, ensemble, même avec 100% des parts du business, j'emploie toujours le terme collaborateur ou associé parce que réellement, un apport dans une entreprise, il n'est pas que financier. Après, il y a les idées, il y a ce que chacun fait, il y a le temps que chacun consacre au projet. Vous n'êtes pas parti avec les spécialistes en la matière, non. c'est ça? Vous êtes parti avec des amis? Des amis qui étaient vraiment très bien chacun dans leur domaine, des étudiants surtout. Et ensemble, on a réussi à inculquer les valeurs qu'on voulait pour le futur ou pour l'entreprise future qu'on construisait. Avant de parler de votre groupe, je rappelle que vous avez une très bonne maîtrise en anglais, ce qui vous a conduit au Libéria. Vous avez occupé le poste de directeur pays d'une très grande entreprise. Hein. Comment était cette expérience? Une très belle expérience. Je me rappelle que j'étais encore très jeune et à ce moment-là, le manager de l'entreprise, le président, le petit de l'entreprise avait la possibilité de choisir n'importe qui expérimenté parce que je n'avais pas suffisamment d'expérience. Mais tout de suite,
lors de nos conversations, j'arrivais quand même à lui donner des idées pour ses projets qu'il trouvait assez bien pour l'évolution du projet. Parce que tout de suite, après, vous savez, dans notre société, quand quelqu'un il est le big boss, il y a très peu de personnes qui arrivent réellement à lui dire ce qu'il y a. Tout passe par lui, voilà. celui qui commande. Et généralement, les gens ne lui disent pas. Les gens se limitent à oui, oui. Ah, est-ce qu'on peut faire ça? Oui, oui. Est-ce qu'on peut faire ça? Ben, moi, je fais vraiment partie de personnes qui disent toujours oui. Moi, je dis tout ce que je pense et je défends mes idées jusqu'au bout. Donc, c'est de là qu'on est parti d'une conversation, des idées qu'il émettait pour un projet. Et réellement, avec mon apport en termes d'idées, il a trouvé que ce projet-là, il pouvait quand même, avec mon inexpérience, me positionner dessus. Donc, c'est comme ça que je suis parti au Libéria pour faire des études, pour essayer de mettre en place un projet avec le ministère du Transport. Donc réellement... D'où vous étiez chargé des affaires privées-publiques, publiques-privées? Oui, effectivement, on était réellement à la quête d'un marché de partenariat public-privé. Donc on a bossé avec le ministère du Transport là-bas, on a réalisé des études, on a essayé de sortir des statistiques. Donc, je pense que tout ça, ça a beaucoup contribué parce que dans ce même projet, Ça a duré combien de temps? On va dire pratiquement 2 ans, entre 1 an et 2 ans. Et durant tout ce temps, on a quand même réussi à tisser de bons partenariats parce que pour ce genre de projet, il faut chercher des partenaires. Et c'est là que je vais dire, j'ai réussi moi à réellement me positionner en termes de négociations, en termes de recherche de partenariats, en termes de discussion de gros marchés et surtout en termes de rédaction de projets, de business plans et tout. Donc, je pense que c'est plus le moment où j'ai vraiment réussi à comprendre mieux comment fonctionne un projet, comment l'organiser, comment le déployer, comment accrocher un partenaire et tout. Donc, belle expérience alors. Très belle expérience. D'accord. Alors, sans transition, vous quittez Libéria pour la Côte d'Ivoire où vous êtes à la tête d'une entreprise prospère. Sotoc, société automobile de crédit que vous avez créée en août 2020, il y a exactement 2 ans. Comment avez-vous réussi à faire de cette société la plus vue en Côte d'Ivoire? Je pense que la question revient, ça nous ramène à mon secteur, à ce que j'ai étudié déjà, marketing et publicité. Je pense qu'aujourd'hui, si vous créez une entreprise, c'est vous qui la connaissez. Et le défi que vous avez, c'est que les autres puissent la connaître. Et pour qu'on puisse connaître votre société, il n'y a pas meilleur moyen que la publicité et la communication. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui avec Sotoc. Donc, on n'a pas lésiné sur les moyens pour investir dans une bonne communication et une communication professionnelle. C'est réellement ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir ce positionnement. Donc, Sotoc, aujourd'hui, en 2 ans, tout le monde est réellement étonné du résultat qu'on a réussi à produire. Parce que réellement, on a misé sur plusieurs facteurs clés. On a misé sur la jeunesse, parce qu'à Sotoc aujourd'hui, vous avez un personnel complètement jeune, et moins de la trentaine pour la plupart, et qui suivent vraiment le même objectif. D'un autre côté, on a misé sur la crédibilité. Parce que réellement, aujourd'hui, on est dans un climat entrepreneurial où les Ivoiriens ont peur de se fier même à des entreprises. Donc, on a essayé de créer autour de ce business-là beaucoup de crédibilité en associant de bons partenaires. On a fait l'effort de mettre autour de nous des partenaires fiables qui apportent également la crédibilité à cette activité. Donc, aujourd'hui, un client qui va chez ce SIDA, chez CFAO, chez n'importe quel de ces partenaires-là, a tout de suite la réponse qu'il recherche. Et en troisième chose, on a vraiment beaucoup misé sur la communication. On a essayé d'utiliser la communication réellement à 360 degrés. Donc, télé, radio, Internet. Et on a également misé sur une campagne d'influenceurs. Donc, on est parti sur des influenceurs à succès qui touchent vraiment beaucoup d'hommes. Donc, on a essayé d'utiliser tout ce qui est comique, tout ce qui est sportif, pour toucher le maximum de personnes. En fonction de votre centre d'intérêt, vous retrouvez Sotoc sur votre chemin. Donc, c'est réellement de cette manière qu'on a réussi rapidement à se positionner aujourd'hui comme leader. Comment ça se passe? Nous sommes partis d'un principe qui est déjà connu en Europe ou qui existe ici, mais sous une autre forme. Aujourd'hui, vous avez le citoyen qui achète son taxi, qui confie le taxi à un chauffeur et qui est assis à la maison et qui attend ses recettes. Bon,
c'est le même risque. Quand vous achetez le taxi, vous donnez à quelqu'un, vous avez le risque qui fuit avec la voiture. Donc, vous avez plein de risques qui vont avec. En même temps, on est parti sur un autre modèle comme quoi, aujourd'hui, l'Ivoirien avait un prix moyen auquel il pouvait avoir une voiture pour faire le taxi. Et l'entrée du décret en vigueur a changé les donnes. Donc, on a essayé de maintenir le même prix pour le client. Et on a essayé de se baser sur le fait que le transporteur avant, il achetait son véhicule et il attendait les recettes. Donc, on est parti sur ce modèle-là. On a mis en place un business où, d'un côté, vous avez l'investisseur qui veut devenir propriétaire d'un taxi, mais qui n'a pas la totalité pour les montants, les nouveaux montants pour les nouveaux véhicules, mais qui est toujours à la fourchette des anciens véhicules. Et de l'autre côté, on a l'entreprise qui essaie vraiment de mettre en place une gestion efficace pour récupérer cette seconde partie-là pour compenser. Donc voilà comment nous sommes positionnés. Donc déjà, d'un côté, il y a le coût qui n'était pas accessible, qu'on a essayé de rendre accessible à tout le monde. Et puis, il y a la nouvelle voiture. Parce qu'après, vous avez une voiture, mais vous êtes toujours confronté à des pannes parce que c'est des véhicules vieux. Donc aujourd'hui, il y a la nouvelle voiture que vous avez qui est garantie 3 ans avec déjà nos partenaires sur place. Donc voilà comment on se positionne sur ce secteur-là. D'accord. Alors, ça n'a pas été facile, hein, certainement, parce qu'on trouve déjà qu'il y avait d'autres sociétés déjà sur place. Comment vous avez été accueillis par vos prédécesseurs ou encore par la population ivoirienne? Oui, je pense qu'on est venu réveiller ceux qui dormaient, plus ou moins, parce que cette activité-là, on ne peut pas dire que ça n'existait pas, mais ce n'était pas réellement connu. Ou ceux qui ont essayé de l'implanter n'ont pas réussi à mettre autour quelque chose de professionnel. Des gens ont créé une entreprise avec le même système qui existait réellement. Donc, on n'a pas bougé. Donc, nous ici, on répond d'abord... juste ajouté un peu. Voilà, on n'a pas ajouté un peu, on a carrément transformé. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des véhicules neufs. Donc déjà, on se positionne comme une entreprise qui essaie d'accompagner le gouvernement, non seulement dans la politique de renouvellement du parc automobile, mais également dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc déjà, avec les nouveaux véhicules, on envoie des chauffeurs professionnels, des chauffeurs qui sont mieux payés, qui sont formés, ce qui n'existait pas. Et également, on essaie de fournir à la clientèle un service avec un confort minimum. Où avant, vous avez un chauffeur qui vous dit n'importe quoi parce que simplement vous êtes monté dans son taxi. Aujourd'hui, on essaie de soigner le langage du conducteur. On essaie de soigner, le confort du véhicule. On essaie d'apporter à nos véhicules, une prestance. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez un taxi sur Tocanville, vous avez tout de suite envie de l'utiliser parce que la peinture est belle, le branding est beau, le chauffeur il est bien habillé. Voilà. Donc, on a apporté ça que vraiment les autres n'avaient pas encore apporté dans ce secteur. Après, bon, on voit aujourd'hui, tout le monde essaie de faire plus ou moins comme on fait. Donc, on pense que c'est une bonne chose, voilà, qu'on puisse impacter positivement un secteur d'activité. En termes de promotion d'emploi, quel est votre apport? Déjà, il faut dire, pour un taxi, il faut au moins 2 chauffeurs. Donc, pour une flotte qui s'est développée très rapidement, qui s'est positionnée... Ce qui n'existe pas chez les autres, par exemple? Si, ça existe, mais sous une autre forme. Avant, vous avez un chauffeur titulaire et un autre chauffeur qui vient en second plan. Donc, quelque part, vous avez le chauffeur titulaire qui choisit l'autre chauffeur. C'est ce qui se faisait avant. Donc, le chauffeur, il n'est pas permanent. Vous n'avez aucun droit sur lui, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, nous, on essaie de faire... Les 2 chauffeurs sont embauchés, ils ont un contrat, ils ont les mêmes droits, les mêmes valeurs. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas un chauffeur primaire, un chauffeur secondaire. Donc, ça, c'est un avantage. Et puis, en plus de ça, on a développé très rapidement une flotte d'environ 300 véhicules. Donc, pour 300 véhicules, si vous avez minimum 2 chauffeurs par voiture, on a, en termes de création d'emplois, seulement chauffeurs, autour de 600 chauffeurs. Donc, je pense que pour la promotion de l'emploi, déjà, on contribue fortement à la réduction du chômage en Côte d'Ivoire. D'autre part, M. Koné, on vous voit très souvent sur le terrain en train de faire des dons. Des questions qui reviennent un peu de la tête des internautes, c'est de savoir, avez-vous une fondation ou vous nourrissez une ambition politique? D'accord, la question est belle et elle revient couramment. Mais je pense que aujourd'hui, pour faire un don, on n'a pas réellement besoin d'être un homme politique ou encore d'avoir une fondation. Et je prends toujours pour exemple mon passé. C'est vrai qu'il n'est pas lointain,
Mais je me rappelle que j'ai quand même vécu des moments difficiles, surtout avec la famille. Donc généralement, ce sont des flashs qui me reviennent et je me dis, il y a forcément quelqu'un quelque part qui éprouve aujourd'hui la même difficulté. Donc moi, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'aujourd'hui je me dis, si j'ai atteint ce niveau-là, il n'y a pas que l'intelligence, mais il y a également la grâce de Dieu qui me permet aujourd'hui d'être rentable. Donc par la même occasion, quand je peux, je déploie les moyens possibles et je mène des actions. Et ce que je dois ajouter, c'est que pour toutes les actions que j'ai menées, je n'ai jamais eu d'apport extérieur, je n'ai jamais eu de soutien de quoi que ce soit ou bien d'une organisation quelconque. Je prends de mes propres fonds et je fais des actions. Et ces actions paraissent grandioses, pas seulement parce qu'on a injecté beaucoup d'argent, parce que réellement, je pense que de bonne foi, elles sont faites et les gens répondent. Parce que vous pouvez avoir beaucoup d'argent, faire une action et personne ne viendra. Donc voilà, c'est des actions qui sont faites de bonne foi. Ambition politique ou pas, Dieu seul connaît là où il nous guide. Si Dieu pense que étant, je veux dire, un acteur politique, on peut impacter beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui avec d'autres décisions, ça sera toujours la bienvenue. Mais voilà, pour l'instant, ce sont vraiment des actions nobles et sincères. Est-ce que M. Koné souhaiterait être seulement qu'en Côte d'Ivoire et pourquoi pas dans la sous-région, on va dire en Afrique? D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde parle de Sotok, tout le monde connaît Sotok, mais en dehors de ça, j'ai d'autres activités que je mène. Notamment, j'ai des partenariats avec des entreprises en Europe et je réponds à ces marchés-là en Côte d'Ivoire en termes de représentation de ces entreprises. Et en plus de ça, aujourd'hui, nous, notre bébé, comme on le dit, c'est Sotok. Notre ambition, c'est pas tout de suite s'implanter partout en Afrique parce que après le transport, ce n'est pas juste une question d'acheter une voiture et le mettre en circulation. Il y a vraiment d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, des facteurs politiques, des facteurs d'environnement, des facteurs sociaux. Et donc, je pense que notre objectif réellement, c'est d'impacter positivement, que demain, on ne puisse pas dire « Ah, Sotok, ça existe à Abidjan », mais qu'on puisse peut-être dire « Sotok carrément » au lieu de dire « taxi-compteur ». Donc, c'est vraiment ça l'objectif, impacter réellement à grande échelle le transport urbain à Abidjan. Et vraiment, notre objectif phare, peut-être dans 5 ans, c'est de pouvoir se positionner comme un concessionnaire en Côte d'Ivoire. Alors, M. Koné, dites-nous, quel regard portez-vous exactement sur l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, on va dire peut-être l'Afrique en général? En réalité, c'est une question à laquelle je pourrais répondre à 2 volets. Parce que réellement, on voit aujourd'hui l'Afrique vierge. Aujourd'hui, vous faites le tour de plusieurs pays. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui restent encore inexploités. Donc, je dirais que en termes de taux d'entrepreneuriat, il est encore très faible. Par contre, on voit de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent. Voilà. Après, en termes d'appui institutionnel, d'appui politique et surtout d'appui financier, ça laisse encore à désirer. Voilà, on est tous conscients qu'aucun projet ne peut démarrer aujourd'hui sans argent, sans appui. Donc, on en a besoin, mais le facteur sur lequel je veux réellement me pencher, c'est vraiment sur la formation. Parce qu'aujourd'hui, même si votre projet vous coûte 1 milliard, qu'on vous donne 1 milliard, que vous n'avez pas de formation nécessaire pour pouvoir piloter, c'est sûr que vous partez vers la chute. La majeure partie des entrepreneurs jeunes aujourd'hui n'atteignent pas 3 ans. Donc, au bout d'un an, 1 an et demi... Et pour vous, c'est une question de formation? Oui, donc je pense qu'il y a plus le côté formation. Et les jeunes devraient de plus en plus participer à des formations. Aujourd'hui, ça vous coûte 500, 600 000, 200 000, 300 000 pour faire une formation. Après, c'est beaucoup d'argent peut-être pour un jeune entrepreneur, mais aussi, ça vous coûte beaucoup plus cher quand, par exemple, vous avez un financement, je dis n'importe quoi, de 3 à 4 millions pour démarrer un projet et que vous perdez tout ça. Donc, la perte est encore plus énorme, non seulement en termes d'argent, mais aujourd'hui aussi sur votre, je veux dire, moralement, vous tombez, vous chutez, il faut tout reprendre à zéro. Donc, en tout cas, je conseille aux jeunes entrepreneurs aujourd'hui de se fier à une formation, une bonne formation pour maîtriser tout ce qu'il y a comme outils de gestion, tout ce qui est comptabilité, juridique, communication, gestion, marketing, réellement maîtriser et également baliser un bon plan d'affaires, comprendre réellement vers où on va avant réellement de se lancer. Parce que on est d'accord qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas d'argent, ils sont pressés de faire du chiffre et de pouvoir s'en sortir. Mais après,
moi je dis, soit vous êtes un entrepreneur qui bâtit un empire, soit vous êtes un entrepreneur qui vient juste pour faire 2-3 jours et qui disparaît. Mais l'idéal, c'est vraiment de bâtir un empire. Pas du tic au tac. Ou même souvent consulter de grands entrepreneurs. Et c'est très important. Voilà, c'est très important de se fier à des formations. Voilà. Parlons d'aller vers les grands entrepreneurs. Vous, est-ce que vous avez des références parmi ces grands entrepreneurs en Afrique, en Côte d'Ivoire? Et réellement, j'ai pas beaucoup de modèles parce que je prends pas beaucoup de temps pour m'inspirer de quelqu'un. Voilà, je suis quelqu'un qui s'inspire de soi-même. Je vais dire, mon meilleur modèle, c'est mon père qui n'est pas allé à l'école, mais je voyais à quel point mon père ne lâchait rien quand il voulait obtenir quelque chose. Donc, j'ai vu mon père parler à quelqu'un qui parle anglais juste pour décrocher un emploi. Je l'ai vu parler à quelqu'un qui parle anglais alors qu'il ne parle pas anglais. Il a obligé la personne à aller chercher un traducteur pour l'écouter. Donc, j'ai vu à quel point mon père, il s'est toujours battu pour pouvoir se faire écouter ou encore se faire une place. Donc ça a toujours été le meilleur modèle pour moi. Donc je me suis dit, pour me faire ma place, il faut que je me batte pour arracher ce que je veux. Donc c'est d'abord ça mon premier modèle. Après, au fil du temps, quand je rentre dans le secteur de l'entrepreneuriat, je découvre des entrepreneurs que j'admire. Pour citer des Ivoiriens principalement, Gilles Alexandre Ndia que je suis beaucoup et Fabrice Aounion et tout. Voilà. Juste en Côte d'Ivoire. Ailleurs, vous avez eu à rencontrer d'autres? Ailleurs, pas vraiment. J'entends des noms, voilà, mais je me limite vraiment à des noms sans grande admiration. Donc, nous allons profiter de ce plateau Grand Café dont ces grands entrepreneurs ont eu la chance d'être invités pour présenter M. Kone Yacouba. Bien. Parlons dès à présent des distinctions. Vous en avez eu beaucoup, c'est ça? Et vous avez été désigné citoyen à l'honneur par le gouvernement de Côte d'Ivoire, meilleur jeune entrepreneur en 2021 aux Awards des entreprises, c'est bien ça. Et prix Bassim 2022 de l'excellence et du mérite professionnel. Et la récente distinction est le prix international Padel 2022 voilà, du meilleur promoteur de transport urbain en Côte d'Ivoire, que vous avez reçu d'ailleurs au Maroc. Et parmi toutes ces distinctions, qu'est-ce qui vous a beaucoup plu? Réellement, les distinctions, j'en ai eu plein, comme vous l'avez dit, mais pour moi, j'ai vraiment beaucoup aimé voir sur la page du gouvernement de Côte d'Ivoire et sur la page du Premier ministre ma photo et parler de mon parcours. Je pense qu'on se sent valorisé, on se sent observé. Parce que après, pour quelqu'un qui commence tout de suite et qui s'est dit, est-ce qu'on va s'en sortir, est-ce qu'on va réussir, et puis quelques mois ou un an après, voir le gouvernement parler de vous sur la page officielle du gouvernement, voir votre photo sur la page du Premier ministre, je pense qu'il n'y a pas grand honneur. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Au-delà, les autres prix, je les ai également aimés. Parce que pour moi, en fait, le travail d'équipe que j'ai essayé d'instaurer a porté son fruit. Donc, le travail de communication, je le dois à mon équipe. Le travail aujourd'hui, au niveau de la livraison des véhicules, de la satisfaction des clients, de l'accueil qu'on a, je le dois à mon équipe. Donc, je pense qu'avec le travail d'équipe qu'on a réussi à mettre en place, et tous ces prix-là ne me reviennent pas qu'à moi seul. Et je voudrais profiter de votre caméra pour vraiment saluer mon équipe, les féliciter et vraiment... À qui je voulais demander d'applaudir, mais comme nous ne sommes pas un grand public, là, merci. C'est parfait, c'est parfait. On dit très souvent qu'on n'est pas prophète chez soi, mais vous voyez en 2 ans que vous parlez bien du gouvernement qui parle aussi bien de vous, c'est ça? Quelqu'un a réussi, il faut qu'on fasse comme lui. Dites-vous qu'il faut qu'on fasse mieux que lui. Il faut qu'on prenne le temps de construire un projet durable. Il faut qu'on prenne le temps réellement de ne pas se fier au fait que je dois gagner l'argent tout de suite pour montrer à tout le monde que ouais, je roule dans une grosse voiture ou bien ouais, je porte un tel costume. Mais il faut se dire, il faut que j'ai un projet qui puisse servir à quelqu'un à long terme. Voilà, donc réellement, c'est le conseil que je veux donner. Pour résumer, l'intelligence ou le talent ne suffiront pas pour faire de vous un bon entrepreneur, mais il faut que vous soyez quelqu'un d'endurant et de constant. Et de patience surtout pour avoir le résultat que vous voulez. Il faut que vous soyez quelqu'un qui innove et qui améliore de sorte à toucher le plus grand nombre de personnes. Les mots-clés pour boucler cet entretien, c'est la patience, l'endurance.
Monsieur Kone Yacouba, merci de nous avoir reçus dans vos locaux ici pour enregistrer ce grand café. Je vous en prie. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je rappelle que nous sommes dans notre tournée africaine. Le Grand Café a posé ses valises dans la capitale ivoirienne, Abidjan. Tout à l'heure, nous recevions pour vous Monsieur Kone Yacouba, PDG de Sotok. Avant de vous quitter, je voudrais que vous reteniez ceci. Agissez comme s'il était impossible. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous avec d'autres entrepreneurs. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. À très vite dans le Grand Café.